avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission en direct du Salon de l'Agriculture et de l'Alimentation à la Porte de Versailles de Paris. Nous sommes en direct cette matinée avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les Indés Radio, 130 radios territoriales également et TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter. Et puis après, la météo, c'est Territoire d'Info avec un invité qu'on attend beaucoup ce matin ici au Salon, qui est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, Air France KLM, mais aussi Ascoval, Alcatel, Alstom. Tous ces sujets seront abordés avec Bruno Le Maire tout à l'heure sur ce plateau en direct. Enfin, dernière partie d'émission avec l'actualité parlementaire et agricole. A tout de suite pour le JT des territoires dans un instant. On démarre ce journal et ce JT avec l'actualité agricole. Au Salon de l'Agriculture, il est beaucoup question de santé et d'environnement, vous le savez. Comment allier les deux? Les recherches scientifiques avancent. Avec un exemple précis, peut-on se passer des pesticides? Une question que pose, avec des réponses bien sûr, Michael Spielberg de Public Sénat. Dans cette fiole, un concentré de maïs, l'odeur qui attire la pyrale. Cette société l'a synthétisé afin d'attirer et de piéger ce parasite du maïs pour préserver la céréale, sans recours à la chimie. On reproduit un processus naturel et on se dispense complètement de produits chimiques pour protéger le maïs contre cet insecte, et donc on n'utilise pas d'insecticides. Trouver des alternatives aux produits phytosanitaires nocifs pour la santé et l'environnement, c'est ce que cherchent les ingénieurs en agronomie. Et pas qu'en laboratoire. Exemple avec ce verger. À chaque cercle concentrique, son arbre fruitier qui agit comme un bouclier pour les autres. Par exemple, là, on a une grosse barrière qui va limiter l'accès à la parcelle, par exemple pour des pucerons. Et puis les pucerons qui vont avoir pu franchir cette barrière, ils vont se retrouver là sur une variété qui est peu sensible, donc où ils vont se retrouver comme piégés. Ensuite, plus on va aller vers l'intérieur, on va changer d'espèce fruitière et ce mélange, cette diversité d'espèces fruitières va faire en sorte que ça va être très difficile pour tous ces ravageurs qui ont pu réussir à rentrer sur la parcelle de s'implanter et de continuer à s'y développer, à se disperser. Une culture sans chimie qui s'enseigne notamment en lycée agricole. Maintenant on n'utilise plus de glyphosate, mais on est revenu par exemple au labour, des choses comme ça. On remplace de plus en plus la chimie par de la mécanique. Un exemple tout simple, pour désherber chimiquement un hectare de maïs, il faut à peu près un quart d'heure. Si vous le faites mécaniquement, il faut 3 heures, si vous faites 3 binages à peu près. Donc en termes de main-d'œuvre, c'est pas tout à fait le même travail. Voilà, c'est surtout ça le frein. Moins de chimie, plus de main-d'œuvre, un équilibre économique à réinventer. Voilà, JT des territoires en direct du Salon de l'Agriculture et de l'Alimentation à Paris, porte de Versailles. Autre sujet majeur quand on parle de problèmes agricoles, c'est la production à l'échelle de la planète, vous le savez. Comment nourrir des milliards d'êtres humains alors que les contraintes environnementales sont de plus en plus pressantes? Peut-on produire autrement et gâcher moins? Élément de réponse avec Sandra Kerkera de Public Sénat. En 2050, nous serons plus de 9 milliards sur Terre. Il faudra pour nourrir tout le monde doubler la production agricole mondiale, alors même que les contraintes, environnementales notamment, se font de plus en plus pressantes. L'agriculture consomme 70% de l'eau douce de la planète et contribue pour 25% des émissions de CO2. Le défi sera de continuer à augmenter la production tout en se passant de l'agriculture intensive utilisée aujourd'hui et sans étendre la surface des terres cultivées. Il y a toutes sortes de techniques différentes qu'il va falloir combiner. Il n'y a pas une seule solution, mais il y en a plusieurs. Et puis un gros problème, c'est la fertilité des sols. Va-t-on arriver? Il va falloir permettre de maintenir la fertilité des sols et éviter qu'elle se détériore. Parce que le changement climatique contribue à la détérioration des sols. Produire autrement, mais aussi gâcher moins, 40% de la production mondiale est perdue au gaspillé. Il faudra également consommer autrement en réduisant la part de viande, surtout de bœuf, dans nos assiettes. Car l'élevage est déjà responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre et occupe un tiers des terres cultivables dans le monde. Il faudrait consommer moins de viande de ruminants,
et davantage de volailles, parce que ça, la volaille utilise beaucoup moins de terre et beaucoup moins d'eau que la viande de ruminants. Pour allier gain de productivité et réduction des émissions de CO2, la recherche biologique pourrait mettre au point des vaccins pour que le bétail rejette moins de méthane. En plus d'une révolution technologique, nourrir 9 milliards de personnes en 2050 nécessitera avant tout d'une réelle volonté politique au niveau mondial. Voilà les questions posées par Sandra Cerquera de Public Sénat. Une bergerie digitale maintenant au service de l'agriculture 2.0. Bergerie digitale. C'est une jeune exploitation agricole de Haute-Savoie qui rompt avec la tradition et innove pour se démarquer. Elle vient de créer et de mettre en ligne sa boutique de e-commerce afin d'élargir sa clientèle et de vendre en direct les produits de la ferme. Regardez le reportage de Jean-Paul Crespi de notre partenaire 8 Mont-Blanc sur le sujet. Sur le coteau d'Aïs, une jeune exploitation agricole rompt avec la tradition et innove pour se démarquer. Elle vient de créer et de mettre en ligne sa boutique de e-commerce afin d'élargir sa clientèle et de vendre en direct les produits de la ferme. Une démarche volontaire qui se poursuit avec la mise en œuvre d'outils marketing digitaux comme les réseaux sociaux et les applications mobiles. Sur l'exploitation, les 135 brebis laitières vivent paisiblement cette révolution digitale. Le but du e-commerce, c'était surtout de pouvoir proposer à nos clients réguliers qui sont plutôt touristes, de retrouver nos produits directement chez eux partout en France grâce à ce fameux site de e-commerce. Ça reste une exploitation agricole, bien entendu. Comme j'ai coutume de dire, mon métier principal, c'est d'être éleveur de brebis laitières, évidemment. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout regarder cette exploitation comme une entreprise. Et donc aujourd'hui, il faut développer cette entreprise de la même manière qu'on pourrait le faire dans l'industrie ou dans du secteur tertiaire. Vécu comme une alternative supplémentaire, mais néanmoins nécessaire par l'agriculteur pour vendre sa production, cette approche économique a pour objectif de renforcer son réseau de distribution traditionnel. Elle constitue simplement une nouvelle alternative pour dynamiser son exploitation par une relation commerciale élargie. Cette communication et ce marketing changent un petit peu le regard qu'on pouvait avoir sur notre exploitation. Aujourd'hui, on a quand même évolué de plus de 25% notre chiffre d'affaires grâce à ces réseaux, donc ce qui est quand même pas négligeable. Et on a une progression de l'ordre de 50% par rapport à l'année dernière, donc ce qui est énorme. C'est une croissance qui est très rapide. Donc on est un petit peu victime, si je peux dire, de notre succès, parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà 135 brebis laitières, alors qu'initialement, notre projet était plutôt d'en avoir 120. Donc on a déjà plus de brebis que ce que l'on imaginait au départ, et ce n'est qu'un commencement. À la bergerie d'Aïs, l'agriculture 2.0 est devenue une réalité. Installé hors cadre familial, David espère que sa démarche commerciale digitale lui apportera une large visibilité, mettant au premier plan son agriculture performante et durable. Une véritable start-up de la tradition paysanne. Voilà, en duplex, en direct du salon de l'agriculture à la porte de Versailles. Nous allons à présent faire de l'œnotourisme. Vous aimez le vin, vous aimez le tourisme. Ce reportage est donc maintenant pour vous, direction Chinon, où Cécile Sixou de Public Sénat est allée à la rencontre de ce vigneron, pas tout à fait comme les autres, vous allez le voir. C'est un métier qu'il a appris sur le tas. En plus d'être vigneron, Bertrand Coulis est aussi guide touristique. Il y a 12 ans, quand il a repris l'exploitation viticole de ses parents à Chinon, Bertrand Coulis a ouvert le domaine aux touristes. Au départ, il proposait des dégustations dans sa cuisine, sur un coin de table. Puis il s'est professionnalisé. Il a construit des locaux adaptés. Aujourd'hui, il reçoit 10 000 touristes par an. Les gens viennent pour rencontrer le produit, mais aussi pour rencontrer le producteur. Et c'est aussi le contact avec le producteur qui fait que l'alchimie marche, quoi. C'est parce que c'est un produit qui est personnalisé, c'est pas un produit anonyme. Ce jour-là, le groupe d'Américains repartira avec 40 bouteilles. Thank you. Le no-tourisme fait vendre et dans la famille Coulis, Bertrand n'est pas le seul à l'avoir compris. Son fils, Vincent de 22 ans, a eu une idée originale. Vincent, un jour, est venu me voir avec sa mère et nous a dit « Je veux ouvrir un escape game au domaine ». Alors déjà, nous, c'est quoi un escape game? Alors
nous a présenté son projet et finalement on lui a confié ça sous forme de son job d'été en 2017 où il a conçu, réalisé la salle d'escape game et après on a ouvert au public. Face au succès du jeu, Vincent prépare actuellement la version 2 de l'Escape Game. Est-ce que tu vas être prêt à temps? En 2 ans, plus de 1400 personnes y ont participé. Une nouvelle clientèle pour Bertrand Coulis. Contrairement à ce qu'on croyait, on pensait que ça attirait beaucoup un public de jeunes et on a dit qu'un public de famille. C'est-à-dire qu'on a 3 générations qui viennent faire l'escape game en même temps. Et c'est pas forcément juste des jeunes, c'est vraiment toute une famille. Et on parle du vin, on est sur le thème du vin et on partage sur le vin. Grâce à l'œnotourisme, Bertrand Coulis a pu développer son activité. Il a agrandi son domaine de 3 à 22 hectares, emploie 6 personnes et vend en moyenne chaque année 120 000 bouteilles. Un développement dans un contexte pourtant de plus en plus difficile. En France, la consommation de vin a chuté de 60% en 30 ans et désormais les vins étrangers concurrencent fortement les vins français. Pour rester performant, Bertrand Coulis participe chaque année à une douzaine de salons de particuliers et de professionnels. Il faut toujours développer les marchés. Les conjonctures peuvent être très différentes. Si on n'a pas d'autres marchés pour prendre le relais, on peut se retrouver dans la panade parce qu'on n'a pas prévu un événement dont on est totalement indépendant. Développer de nouveaux marchés, innover, multiplier les activités touristiques. Vincent, qui assurera la relève de Bertrand dans le domaine de Chinon, a bien compris quelle était la recette du succès. Voilà, en direct du Salon de l'Agriculture, on passe à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un tout petit instant. À tout de suite. Voilà, avant de recevoir tout à l'heure Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances qui sera en direct sur ce plateau, nous avons évidemment beaucoup de questions à lui poser. Saveria, on démarre ce matin avec la une de Nord-Éclair, la circulation différenciée est-elle efficace? Question posée. À Lille, elle était mise en place pour la première fois un acte 1 en demi-teinte. Les restrictions de circulation décidées mardi pour mercredi semblent avoir pris tout le monde de court. Face à un épisode de pollution de l'air remarquable par sa durée et son intensité, le préfet a mis en place mercredi la circulation différenciée dans 12 communes de la métropole lilloise. Une mesure qui n'est pas reconduite aujourd'hui. La vignette critère rendue obligatoire en juillet 2017 n'avait jamais servi dans la région. Michel Lalande, le préfet de la région, avait promis des contrôles nombreux et rigoureux. Résultat, 846 contrôles, 68 verbalisations. Avec toute la réserve scientifique qui est de mise, on peut supposer que ces mesures ont contribué à cette amélioration. S'avance la préfecture ce matin. Voilà, à la une de la dépêche du midi, ce sont les européennes, un scrutin à risque. Oui, à la une de la dépêche du midi, on va également parler de la facture de la crise des Gilets jaunes. 4 millions d'euros de dégâts rien qu'à Toulouse. La ville rose est la plus marquée par les débordements après Paris. La capitale arrive en tête avec une facture de 10 millions d'euros. L'acte 16 se profile samedi. Les commerces du centre-ville emploient les grands moyens. Ils ont décidé de conserver leur palissade. Et pour toute cette casse, elle entraîne d'énormes surcoûts en heures supplémentaires. À la fois de la police municipale, des agents de nettoyants pour déblayer, détaguer, laver, nettoyer. On en a eu pour 300 000 euros de masse salariale en supplément, explique Émilion Hainaut, le président de Toulouse Métropole. Voilà, avec 4 millions d'euros de dégâts à Toulouse. À la une de l'Alsace, la jungle des étiquettes, Saveria, ce matin. Depuis le scandale de la vache folle, les affaires s'enchaînent dans l'industrie alimentaire. C'est peu dire que les consommateurs commencent à douter de la qualité de ce qu'ils trouvent dans leur supermarché. L'heure est au besoin d'information et de transparence. Pourtant, facile de se perdre entre les étiquettes nutritionnelles, les ingrédients, les labels, la provenance. Les consommateurs sont noyés dans la masse d'informations. Votre quotidien vous aide à vous y retrouver. À la une de Presse Océan, un des journaux du groupe Ouest France, une cagnotte pour aider sa famille. Une jolie histoire. Voilà, il a 14 ans, il s'appelle Louis, il vit à Chéméré, en Loire-Atlantique. Il veut sauver l'exploitation de ses parents.
pour aider ses parents, viticulteurs, endettés à la suite de mauvaises récoltes. Un adolescent a lancé une cagnotte sur litchi. Il espère réunir 300 000 euros. Arnaud et Erika Briand ont repris le domaine viticole de la Chapellerie, donc à Chéméré, en 2010. Depuis, ils travaillent d'arrache-pied pour faire vivre cette exploitation, mais à plusieurs reprises, leurs efforts ont été réduits à néant par le gel, par la grêle, qui ont détruit les 3/4 de leur récolte. Si vous voulez les aider, la cagnotte est sur litchi au nom de Louis Briand. Merci Savérien. On vous retrouve en troisième partie de cette émission pour l'actualité parlementaire et agricole. Merci. Vous savez que notre invité politique tout à l'heure sur ce plateau en direct, ce sera Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, avec évidemment beaucoup de sujets chauds à évoquer avec lui, Air France KLM, Ascoval, Alstom, tous les problèmes industriels que nous connaissons. Mais dans un instant, c'est le club de la presse, Hubert Coudurier, Jefferson des Sports. A tout de suite. Bonjour Hubert Coudurier, vous êtes directeur de l'information du Télégramme et vous êtes le président de TBO et TB Sud, deux chaînes partenaires TNT régionales de cette émission. Merci d'être là. Et bonjour Jefferson des Sports de Sud-Ouest. Bonjour Merci Cyril. d'être là aussi ce matin. On va démarrer avec vous avec le fait du jour de Sud-Ouest. Ce sont des jeunes qui changent les codes du travail. Alors, Jefferson des Sports, Sud-Ouest raconte dans son fait du jour aujourd'hui que ces jeunes-là, ils sont de moins en moins fidèles à leur entreprise et qu'au fond, les ruptures conventionnelles qui explosent, c'est un peu leur faute. Oui, tout à fait, Cyril. C'est un dossier signé de notre confrère Nicolas César, qui suit l'économie pour Sud-Ouest. Et effectivement, dans ce fait du jour, on est finalement au cœur de la politique économique d'Emmanuel Macron, qui a demandé, vous le savez, de l'agilité, de la souplesse. On est en plein dedans. En moyenne, comme on le raconte ce matin, les jeunes salariés restent à peu près pour 60% d'entre eux moins de 3 ans dans une entreprise, ce qui impose finalement à la fois une nouvelle donne au patronat qui doit fidéliser ces jeunes salariés, qui doit répondre à leurs attentes, lutter contre l'ennui, offrir des perspectives. Voilà, donc c'est à la fois, on est dans l'agilité et la souplesse, mais tout ça a aussi un revers de la médaille pour créer de la stabilité et de l'engagement dans les entreprises. Alors ce que vous écrivez, ce qui est écrit, ce qu'il y a dans ce papier, c'est qu'au fond les employeurs doivent se lancer maintenant dans des opérations de séduction pour les avoir. Clairement. Les jeunes. Je croyais qu'on était dans un pays où il y avait un chômage endémique. Alors justement, c'est un des paradoxes parce que vous avez des jeunes qui veulent changer d'entreprise, qui ont des ambitions, et en même temps vous avez à peu près 300 000 offres d'emploi non pourvues. Vous avez des chefs d'entreprise qui vous disent quotidiennement qu'ils ne peuvent pas recruter, et tout ça donne finalement un nouveau regard sur le travail parce que la relation au travail est en train de changer. Un petit mot de Jefferson des Sports sur Ford. Évidemment, ce sera l'objet de questions qu'on posera au ministre de l'économie et des finances, qui est notre invité ce matin. C'est quoi Ford? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, au fond, tout ça, ça a échoué? C'est la fin de l'histoire parce qu'il y avait un repreneur qui n'était pas suffisamment crédible aux yeux des autorités, aux yeux de plusieurs personnes notamment. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on se dirige plutôt vers la fin de l'histoire, que c'est la colère qui domine. Bruno Le Maire, qui sera sur ce plateau tout à l'heure, a reçu les salariés, les élus locaux lundi à Bercy. Voilà, maintenant on se dirige vers le plan social. Il va y avoir un PSE qui devrait être acté autour du 4 mars. C'est la fin de l'histoire de Ford à Blanquefort. Ça va se traduire par des licenciements bien entendu. Voilà, mais c'est surtout la colère aujourd'hui qui domine avec le départ de ce géant de l'automobile. Bruno Le Maire, dit-on, ne pouvait pas avoir au téléphone le président de Ford, Hubert Coudurier. On a changé d'époque. On a changé d'époque. On a peut-être trop longtemps entretenu le mythe, et ça continue d'ailleurs avec la crise des Gilets jaunes, que l'État pouvait tout. Et on voit l'impuissance finalement du pouvoir politique face à la mondialisation, face à des groupes qui réalisent des implantations industrielles mais sont capables ensuite de replier les Gaules sans même en avertir les pouvoirs publics, ou en tout cas en ayant profité d'un certain nombre de subventions. Il n'y a plus de morale dans les affaires internationales, et l'État français qui essaie de réguler au milieu de tout ça a bien du mal, surtout quand il a la prétention d'exercer encore un pouvoir qui a disparu. Hubert Coudurier, c'est le ministère de tous les dangers aujourd'hui, le ministère de l'économie et des finances. On reviendra évidemment sur tous ces sujets avec Bruno Le Maire tout à l'heure. Air France KLM, Ascoval, Alstom. C'est un ministre qui est au front partout. Position extrêmement difficile, parce que Bruno Le Maire doit assumer quand même la faillite d'une politique industrielle, et ça ne date pas d'aujourd'hui.
mais il en paye aujourd'hui les conséquences. Bruno Le Maire, c'est plutôt un libéral. Dans un gouvernement macroniste qui pratique le fameux « en même temps », comme disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Et aujourd'hui, on peut se demander comment le président de la République va sortir de la crise des Gilets jaunes. Vous savez, attention, il passe juste derrière vous, le ministre de l'économie et des Finances. Il vient d'arriver. Bonjour Bruno Le Maire. Sortir de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a mis 10 milliards sur la table. Il n'y a plus d'argent. Hein, et on voit bien que la demande, elle est encore fiscale, elle est sur le pouvoir d'achat. Donc est-ce que ce n'est pas les entreprises qui vont être obligées de payer l'addition? C'est pour ça d'ailleurs que le président du MEDEF, M. Roux de Bézieux, est très discret en ce moment. Donc comment est-ce que le chef de l'État, qui effectivement est très actif sur le terrain aujourd'hui, va réussir à résoudre l'équation et à éteindre ce mouvement? Jefferson Desport. Oui, quand vous disiez que c'est le ministère de tous les dangers, bien sûr. Surtout qu'en ce moment, on voit quand même une vraie réflexion, surtout un concours Lépine de la nouvelle taxe qui a été ouvert. Bruno Le Maire en parlera sans doute sur ce plateau, mais vous avez vu depuis plusieurs jours maintenant, on a des propositions de nouvelles taxes. On a vu notamment le ministre de l'économie faire une vraie valse hésitation sur la taxe d'habitation. Il avait posé la question, est-ce qu'on doit la maintenir pour les propriétaires, pour les salariés, pour les gens les plus aisés ou pas? On a vu ensuite Gérald Darmanin investir le champ des niches fiscales. Voilà, donc et Madame Gourault, exactement, dimanche dernier dans le journal du dimanche, qui disait, ce qui est d'ailleurs assez justifié, il faut que tout le monde paie un impôt aussi modeste soit-il. Et elle a été immédiatement démentie par Matignon. Alors maintenant, on nous explique que les ministres doivent pouvoir s'exprimer et donner leur avis, même si ça manque un peu de cohésion gouvernementale. Alors justement, on va en parler. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce gouvernement cherche de l'argent. Emmanuel Macron a mis entre 10 et 12 milliards d'euros sur la table en décembre pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Il faut maintenant financer ces mesures. Et là, on voit vraiment un gouvernement qui cherche de l'argent, on voit des ballons d'essai lancés quotidiennement sur le terrain de la fiscalité. On peut se demander où est l'innovation pour le nouveau monde, puisque un des seuls ressorts, visiblement, qui est proposé, c'est celui de la fiscalité. Bon, est-ce que c'est pas la composition de ce gouvernement qui est fait, vous le savez tous les deux, de gens venant de la gauche, du Parti Socialiste, du centre, de la droite, notamment. En tout cas, au niveau de la gauche, ils ne sont pas sur le terrain de l'économie, Cyril. Non, mais est-ce que, au fond, ces fractions que vous constatez, ces différences de discours, Hubert Coudurier parlait de Jacqueline Gourault, ici même sur ce plateau, à votre place, Jefferson Desport, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, l'a démenti effectivement il y a 2 jours. Du centrisme à la française, voilà, ça vient de Mitterrand à Macron, sauf qu'aujourd'hui, on voit bien les ressorts de la gouvernance à la française, qui est toujours en train de naviguer entre 2 écueils pour arriver à un résultat à peu près convenable. Mais aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus difficile de tenir le cap. En tout cas, s'il y a une réponse à apporter à la fin du grand débat qui sera le 15 mars avec l'intervention programmée d'Emmanuel Macron autour du 15 avril pour tirer les conclusions de ce grand débat, ce sera vraiment sur le champ de la fiscalité. C'est ce terrain-là sur ce terrain-là que le président est attendu, parce que c'est là où derrière la crise des Gilets jaunes, il y a aussi le ras-le-bol fiscal. Oui. Et pour l'instant, on voit surtout apparaître de nouvelles propositions de taxes. On entend dire, oui, il faudrait surtout pas qu'il y ait des frustrations en sortant de ce débat, ce serait pire que tout. On vit dans une société maintenant où plus personne ne supporte la frustration. Donc le simple fait de vouloir l'imposer, c'est un crime de lèse-majesté. Jefferson Desport, vous êtes d'accord? Oui, alors après, peut-être pas en ces termes, mais je pense qu'en tout cas, voilà, le rendez-vous du 15 avril, à mon avis, sera déterminant à la fois pour sortir, pour tourner la page de ce mouvement des Gilets jaunes, si tant est que ce soit possible, aussi vite, et aussi pour relancer ce quinquennat, même si pour l'instant on voit dans les sondages un léger rebond de la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui s'est mis en avant et qui est vraiment en première ligne. Mais c'est un léger rebond. Alors là, c'est l'édito d'Hubert Coudurier dans le Télégramme. On en parlera d'ailleurs en deuxième partie de l'émission après avoir reçu Bruno Le Maire. Hubert Coudurier, vous dites que tout ça, remontée d'Emmanuel Macron dans les sondages et puis ces sondages européens qui ne sont pas mauvais pour La République En Marche, ça ne veut rien dire et qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Bon, nous avons eu la chance, Jefferson et moi-même, hier soir, d'assister à un exposé d'un sondeur dont nous tairons le nom, qui nous a expliqué qu'effectivement le président de la République était un peu remonté, mais enfin qu'il avait retrouvé son étiage de septembre dernier et que par ailleurs, pour les européennes, rien n'était joué parce que pour l'instant, il n'y a aucune appétence pour ce scrutin et de toute façon, au cours des quelques semaines de campagne, les scores ont le temps d'évoluer et de s'inverser. Ça peut encore bouger, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que pour l'instant, comme le dit Hubert, il n'y a pas vraiment d'appétence. Si on est sur une participation très faible, on aura forcément des scores en rapport et ce sera aussi à observer sous cet angle-là, celui de la participation,
mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de frémissement. Ce qui est un drame quand même, parce que la France, qui a toujours voulu être le fer de lance de l'Europe, recomposer l'Europe, finalement apparaît comme le pays le moins européen. Donc c'est tout de même un drame national de ce repli sur soi et on peut espérer quand même que cette campagne donne l'occasion de faire un peu de pédagogie face à l'inculture économique des Français. Alors, vous restez avec nous, messieurs. Hubert Coudurier, on parlera de votre éditorial dans le Télégramme. Marathon Man, vous parlez d'Emmanuel Macron d'ailleurs. Marathon Man, on en parlera tout à l'heure. Jefferson Desport, ce sont ces jeunes qui changent les codes du travail. Avec une enquête dans Sud-Ouest, un fait du jour très intéressant. Au fond, ils ont totalement changé d'attitude par rapport à leurs employeurs et aux sociétés qui donc les emploient. Et puis je signale quand même dans le Télégramme ce papier très intéressant sur les partisans du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne qui vont devoir changer de stratégie. Il s'agit évidemment du droit d'adoption prévu par la loi NOTRe de 2015 qui s'éteint ce 1er mars. Voilà, on a vu le papier pendant que j'en parlais. Merci Hubert Coudurier, merci Jefferson Desport. Tout de suite, c'est la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France, il faisait un temps magnifique, ça posait même quelques problèmes. Là, ça se gâte un peu, on se retrouve juste après. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, en direct du Salon de l'Agriculture et de l'Alimentation ce matin avec, dans quelques instants, en direct sur ce plateau, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances qui est notre invité. Vous imaginez le nombre de questions qu'on a à lui poser, notamment sur l'affaire qui nous occupe ce matin avec KLM et Air France. Tout de suite, on va faire un tour du côté du monde, ce que vous devez retenir de l'actualité du monde tout de même. Le sommet, bien sûr, entre Donald Trump et Kim Jong-un. Ils ne se disent pas la même chose, on va le regarder. Et puis Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump, qui accuse son ancien client devant les Américains. Regardez, à tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Même mise en scène, même costume, les photographes ne s'en lassent pas. La rencontre Kim Jong-un, Donald Trump, acte 2, se joue cette fois à Hanoï. 8 mois après la première historique à Singapour, les deux présidents américains et nord-coréens ont 2 jours pour négocier la dénucléarisation de la Corée du Nord. Je suis confiant du fait qu'il y aura un excellent résultat pour tout le monde. Et je ferai tout mon possible pour que cela arrive. Certaines personnes voudraient voir le sommet aller plus vite. Je suis satisfait, vous êtes satisfait, nous voulons être heureux avec ce que nous faisons. Je pensais que notre premier sommet était un grand succès. Et je pense que celui-là, espérons-le, sera égal ou meilleur que le premier. J'ai honte parce que je sais qui est M. Trump. C'est un raciste, un escroc et un tricheur. Des débris incandescents qui s'écrasent au sol, ce sont les restes d'un des 2 avions indiens que le Pakistan affirme avoir abattus au Cachemire. J'ai une question pour le gouvernement indien. Pouvons-nous nous permettre le moindre mauvais calcul avec le genre d'armes que vous avez et que nous avons? Nous devons nous demander où cette escalade peut nous mener. C'est la raison pour laquelle j'invite à nouveau l'Inde au dialogue avec nous. La Chine et les États-Unis en appellent unanimement au calme et à la retenue. Même son de cloche du côté de l'Union européenne.
Nous sommes en contact avec l'Inde et le Pakistan, les invitant à reprendre le dialogue et à trouver des solutions diplomatiques. Nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté internationale et l'ONU afin d'apaiser les tensions. Le drapeau algérien flotte sous le soleil genevois. Nous arrivons à la mission diplomatique où les demandes de visa continuent d'affluer pour la prochaine élection présidentielle. L'accueil est affable, mais les mots sont choisis. Pas question ici d'évoquer la venue du président Abdelaziz Bouteflika. Pourtant, selon nos informations, c'est bien ici à Genève que le dirigeant serait arrivé dimanche soir. Pour combien de temps et dans quel état de santé réel? Un secret de polichinelle pour cet ancien ministre, Ali Benouari. La dernière fois qu'il a vu le président, le 1er novembre dernier, il était tenu par une sangle.